Te voilà. Tu arrives au corps des Marines des États-Unis, mais quelque chose cloche. Tu ne portes pas d'insigne. Personne ne t'appelle par ton nom de famille et tes supérieurs ne te regardent même pas. Et cela fait partie d'un plan structuré. À des niveaux inférieurs, il n'y a pas de respect. La seule chose qui reste est de prouver jour après jour que tu vaux quelque chose. Tu es une recrue, le grade le plus bas. Ils te réveillent à 5 heures du matin et en 30 secondes, tu es aligné. Tu te regardes dans le miroir, l'uniforme repassé, les lacets attachés et un visage marqué par l'illusion et la pression de ce qui vient. Tu cours au point de formation, mais personne ne t'adresse la parole. Tu copies simplement ce que les autres font. Pour commencer, on t'envoie à Paris Island ou à San Diego. On dit que tu vas t'entraîner, mais ce qui se passe vraiment là-bas, tout le monde ne le supporte pas. Courses interminables tous les jours et nuits, dans des endroits humides, infestés de puces. Tu apprends à tirer, à te déplacer en équipe, à supporter les cris et à cacher la peur à tout moment. Tout cela couvert de boue. Et que se passe-t-il à la fin de l'entraînement? Eh bien, quelque chose de décevant. Dans 6 mois, tu seras automatiquement promu et maintenant tu es un soldat de première classe. Cependant, il y a un piège. Beaucoup pensent que c'est la fin de l'anonymat, mais la vérité, c'est que tu es encore très loin d'être quelqu'un. Vous continuez à suivre des ordres, vous continuez à ne rien accomplir de significatif et pourtant vous progressez, car ne pas le faire signifie rester à la traîne. Curieusement, après quelques mois de plus, si vos performances sont acceptables, le système vous pousse à nouveau, vous devenez caporal lancier. Cela semble être un vrai pas en avant, mais alors vous découvrez quelque chose. C'est le grade le plus courant dans tout le corps des marines. Tu es au même niveau que des milliers d'autres. Tu ne diriges pas, tu ne décides pas, tu exécutes seulement. Et pour couronner le tout, on commence maintenant à te demander plus, même si la reconnaissance n'arrive toujours pas. C'est à ce point que certains commencent à se démarquer, car tout le monde ne progresse pas de la même manière. Cela dépend du temps, du comportement et d'un élément que vous ne pouvez pas contrôler, la disponibilité des places. Car s'il n'y a pas de place disponible, vous ne montez pas, aussi bon que vous soyez. Continuez à faire vos tâches sans vous plaindre tout en accumulant de l'expérience. Et puis un jour, on vous appelle. Cette fois, il y a un vrai changement. Vous avez été promu caporal, et même si cela ne semble pas, c'est ici que le vrai jeu commence. Maintenant, tu diriges une équipe, peut-être 4 marines de rang inférieur, et pour la première fois, tes ordres comptent. Ta voix a du poids, mais il y a aussi quelque chose de plus. Si tu échoues, tu ne peux plus te cacher derrière le groupe. Chaque erreur retombe directement sur toi. Et ce qui est curieux, c'est que même si tu as des galons maintenant, de nombreuses équipes sont toujours dirigées par des caporaux plus expérimentés. Parce qu'ici, le respect ne vient pas avec le titre, il se gagne dans la boue. Et si tu fais bien les choses, si tu résistes à la pression et te démarques, le système te permet une nouvelle fois de monter. Tu deviens sergent et c'est ici que beaucoup pensent qu'ils ont réussi, qu'ils sont dedans, que l'uniforme impose déjà le respect rien qu'en entrant dans la pièce. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que ce grade est un test. Maintenant, tu diriges une escouade entière, tu prends des décisions tactiques lors des entraînements et, si nécessaire, en combat. Tu es directement responsable du fonctionnement d'une unité complète. Et le plus important, on commence à t'évaluer officiellement. Ton leadership, ta discipline, tes performances, tout est enregistré dans des rapports, car tu n'es plus juste un autre. Maintenant, tu es sous surveillance. À partir de ce moment, chaque promotion devient plus difficile et chaque échec plus coûteux. Si tu parviens à dépasser cette étape sans te briser et si le système te considère apte, tu avances d'un pas. Tu deviens sergent d'état-major. Ici, les choses changent. Tu ne diriges plus une escouade. Vous êtes maintenant responsable tactique d'une section ou d'un peloton entier. Votre nom apparaît dans les documents. Votre voix parvient aux officiers. Et pour la première fois, vous rapportez directement au commandement. Mais cela ne signifie pas que vous avez le pouvoir absolu, car c'est le dernier grade avant un changement profond. Vous commencez à coordonner les mouvements, la logistique, l'entraînement et à maintenir la discipline. Tout repose sur tes épaules. Et seulement si tu supportes la charge et si tu parviens à te distinguer pendant des années, le système te donnera une nouvelle opportunité. Tu es promu sergent d'artillerie et ici le terrain devient marécageux. À ce niveau, tu gères déjà une entreprise entière, presque 180 de marines. Ton rôle n'est pas seulement tactique. Vous êtes conseiller du commandant en combat, gestionnaire de la discipline en garnison, superviseur de l'entraînement et du moral. C'est un tournant décisif, car c'est ici que vous devez décider. Voulez-vous continuer à diriger des troupes ou préférez-vous devenir un expert technique? Une seule décision marquera tout votre avenir. Car à partir de maintenant, le chemin se divise. Vous devenez premier sergent ou sergent-chef, un profil moins visible mais tout aussi puissant.
Les deux partagent le même niveau de salaire, mais le rôle que vous prendrez changera radicalement selon le chemin que vous choisirez. Le sergent-chef devient une figure clé pour les opérations techniques, la logistique et la maintenance dans les unités de combat ou d'aviation. Il peut être en coulisses, mais s'il échoue, tout s'effondre. D'autre part, le premier sergent est celui qui met de l'ordre dans le chaos. Il est le conseiller personnel du commandant, directement responsable du bien-être physique et psychologique de tous les marines sous sa responsabilité. En cas de conflit interne, il le résout. Si un marine est au bord de l'effondrement, c'est à lui de décider s'il se voit offrir une nouvelle chance ou s'il est écarté pour toujours. Et même si tu réussis à survivre sur l'un de ces chemins, même si tu montres du courage, de la sagesse, de la stratégie et des nerfs d'acier, tu peux rester coincé ici. La montée ne dépend pas seulement du travail. Tu as besoin d'alliés, d'influence. Les recommandations du commandement se forgent avec des faveurs, des alliances, et ont toujours un prix. Tu accèdes maintenant à l'un des grades les plus respectés et les plus redoutés du corps. Tu es sergent-major d'artillerie. Maintenant, tu supervises des secteurs entiers, logistique, armement, aviation, infanterie lourde. Vous avez le contrôle sur des ressources XN qui peuvent changer le résultat d'une opération. Imaginez ceci. Vous êtes affecté à une flotte déployée dans le golfe Persique, près des eaux de l'Iran. Une communication est interceptée, suggérant un possible sabotage des systèmes de navigation de l'un des navires. Les officiers discutent. La tension est palpable dans l'air, mais tout le monde se tourne vers toi. Tu es celui qui connaît le système de maintenance de ces vaisseaux. Tu sais quelle pièce peut échouer. Tu décides si l'opération s'arrête ou si elle continue. Parce qu'à ce niveau, on n'attend pas de toi que tu exécutes un ordre. On attend que tu dises lequel est le bon. Pourtant, tu n'es pas encore au sommet. Si tu survis aux choix difficiles, et si ton nom commence à circuler parmi les hauts gradés, alors tu deviens ce que peu ont réussi à être. Sergent-major. Ici, la guerre n'est plus tactique, elle est humaine. Vous êtes le conseiller principal d'un bataillon entier ou d'un escadron aérien. Vos décisions influent sur le moral, la culture de l'unité, les valeurs que les marines suivront au combat. Une punition que tu détermines peut mettre fin à une carrière. Un conseil de ta part peut la sauver. Et si tu parviens à inspirer, si tu réussis à gagner le respect des officiers et des soldats à la fois, alors il te reste une seule étape. Quelque chose que l'on n'atteint pas avec des années de service, ni même avec des résultats. Cela s'atteint avec de l'histoire. Et si tu es destiné à cela, le système le reconnaîtra. Tu deviendras le sergent-major du corps des marines. C'est ici que la politique intervient. Il n'y en a qu'un dans tout le corps. Cet homme dirige la conscience de l'ensemble du corps des marines. Il est le conseiller personnel du commandant général. Sa voix est entendue au Pentagone, au Sénat et sur les terrains de combat. Ses mots peuvent modifier des politiques, changer des protocoles, sauver ou enterrer des carrières entières. Et le plus curieux, c'est qu'il est toujours un simple soldat. Mais quand il entre dans une salle, même les officiers avec 4 étoiles attendent qu'il parle. Imaginez assister à une réunion stratégique après une embuscade en Afghanistan. Tous les officiers parlant de ce qui a mal tourné. Ils disent que c'était une erreur de logistique ou de renseignement. Et puis, il prend la parole. Le problème n'était pas l'information, c'était le moral. Ils étaient épuisés. Ils ne faisaient pas confiance à leurs dirigeants. Personne ne les a écoutés. Et tout le monde se tait, parce que ce qu'il dit n'est pas une opinion, c'est pris comme une vérité absolue. Vous êtes arrivé aussi haut qu'un engagé peut arriver. Vous ne répondez plus à un lieutenant ni à un capitaine. Vos décisions impactent des unités entières et votre nom circule dans des couloirs où la plupart n'ont jamais mis les pieds. Mais attention, il y a un piège. Même à ce stade, tu n'es pas encore au sommet réel du pouvoir, car plus haut, il y a une autre pyramide, celle des officiers commissionnés. Et là, le jeu change totalement. Cependant, il y a encore un autre chemin. Un chemin plus rare, plus technique et plus solitaire. Devenir officier spécialiste. Ici, vous ne progressez plus par ancienneté ni même par leadership. Seul 1% des Marines ont atteint ce grade. Ici, ce qui est évalué, c'est ce que vous savez. Comment fonctionne un hélicoptère sous le feu ennemi? Quel câble du système satellite peut tomber en panne au milieu d'une tempête électromagnétique? Quelle configuration d'artillerie est viable lorsqu'un convoi se retrouve sans soutien aérien? Vous êtes sélectionné parmi les meilleurs. Vous devez avoir au moins 8 années de service. Avoir atteint le grade de sergent et soumettre une demande écrite, des recommandations officielles et la validation du secrétaire de la marine lui-même. Et cela ne fait que vous ouvrir la porte. Tu n'es pas encore un officier commissionné, mais tu n'es pas non plus un enrôlé. Tu es un hybride, une figure qui ne s'intègre dans aucune structure. Et malgré tout, sans toi, rien ne fonctionne.
Imaginez ceci. Vous êtes dans une base d'opération en Asie du Sud-Est. Un drone ennemi perturbe les communications entre le centre de commandement et les forces déployées. Le commandant est prêt à annuler la mission, mais ensuite, tu arrives. Un seul coup d'œil aux fréquences, une analyse rapide du modèle, et puis tu détermines que l'opération peut continuer si elle passe au canal 12 chiffré. À ce moment-là, des centaines de marines continuent d'avancer, parce que tu as dit que c'était sûr. Ici, tu ne donnes pas d'ordre direct, mais tout le monde attend que tu dises quoi faire. Et si tu continues sur cette voie, si tes connaissances ne se contentent pas de résoudre des problèmes mais établissent de nouvelles normes, tu peux atteindre le niveau suivant. Chef spécialiste officiel. Après le 3e grade, le 4e. Et si vous êtes vraiment une légende dans votre domaine, le dernier échelon, spécialiste officiel de 5e grade. Ces hommes n'apparaissent pas dans les discours, ne donnent pas d'interview. Mais si un général a besoin de repenser tout un système de combat, il appelle l'un d'eux, car ces officiers redéfinissent la façon dont les opérations sont menées. Et même pour eux, il y a un moment où la voie technique ne suffit plus. Certains choisissent de franchir la dernière frontière, de devenir des officiers commissionnés. Et ici, le jeu change à nouveau. Si tu es arrivé ici en tant qu'officier spécialiste, tu n'as plus rien à prouver à personne. Tes décisions ont sauvé des unités entières, tes paroles ont évité des catastrophes, et tes suggestions tactiques te sont devenues des manuels officiels. Et pourtant, tu choisis de faire un pas de plus, non par ambition, mais parce que tu sais que pour changer le système, il faut être à l'intérieur. Et ainsi, tu franchis la ligne, tu deviens sous-lieutenant, le 1er grade des officiers commissionnés. En théorie, tu es à la base d'une nouvelle pyramide. Mais en pratique, ton nom a déjà du poids. Tu n'es pas un débutant de l'académie. Tu arrives avec des cicatrices, des années d'expérience et des décisions prises sous le feu. Maintenant, tu diriges un peloton et les sous-officiers qui t'entourent ne te regardent pas avec méfiance, mais avec attente. C'est ton véritable défi. Ne pas gagner du respect, mais être à la hauteur de celui que tu as déjà. Imagine que vous êtes déployé dans une base avancée au Moyen-Orient. Il y a des tensions avec des groupes locaux. Un convoi allié a disparu des radars. Les rapports sont contradictoires. Vos sergents vous laissent de l'espace. Les lieutenants voisins vous observent. Votre commandant attend votre proposition. Tu ne peux pas improviser, tu ne peux pas hésiter. Ici, tu comprends que tu ne diriges pas par le rang, mais parce que tu l'as toujours fait. Et si tu réussis à évoluer dans cet échiquier politique interne et de responsabilité légale, le système le reconnaîtra et tu continueras à progresser sans jamais perdre ce qui t'a amené ici. 2 ans plus tard, tu es promu 1er lieutenant. Ici, ils ne te regardent plus avec curiosité. Ils t'écoutent attentivement. Tu peux être un cadre dirigeant d'une entreprise, un coordinateur d'unité spécialisée ou un conseiller direct dans des opérations multinationales. Ton nom apparaît dans des rapports envoyés au Pentagone. Tes décisions n'affectent plus seulement tes hommes, elles commencent à façonner des politiques. Mais ce qui vient après n'est pas une promotion. C'est une déclaration que vous êtes prêt à être le point final de chaque décision tactique sur le terrain. Vous devenez capitaine. Mais ne vous trompez pas, c'est un grade de transition, un filtre qui sépare les officiers moyens de ceux qui vont vraiment entrer dans les hautes sphères. Sur le papier, vous commandez une compagnie, 3 pelotons, plus de 150 marines, de petites unités au sein de la grande machine du corps. Mais la véritable épreuve ici n'est pas dans les chiffres, elle réside dans votre capacité à maintenir la cohésion au milieu du chaos. Car maintenant, chaque erreur administrative, chaque conflit interne, chaque baisse de morale, tout finit sur votre bureau. Votre journée commence par un rapport et se termine par un rapport de situation. C'est le 4e grade d'officier dans le corps. Vous êtes généralement officier exécutif de bataillon, commandant de compagnie d'armes ou membre de l'état-major au niveau du régiment ou de la brigade. C'est ici que la carrière devient professionnelle. Vous alternez études, leadership et enseignement à des niveaux de plus en plus exigeants. Imaginez que vous êtes déployé en mer de Chine méridionale. 2 de vos lieutenants se disputent devant les troupes. Les rapports arrivent incomplets, les ordres sont exécutés en retard. Et juste à ce moment-là, vous recevez l'alerte d'un possible harcèlement aérien ennemi. Le risque n'est plus seulement à l'extérieur. Le plus grand danger peut être que votre propre unité se fracture de l'intérieur. Ici, le système vous évalue en silence. Êtes-vous capable de rétablir l'ordre sans détruire la confiance ? Savez-vous équilibrer la discipline avec la loyauté ? Car si l'on vous perçoit comme faible, on vous désarme. Et si l'on vous voit comme un tyran, on vous isole.
Le grade de capitaine n'est pas le but. C'est l'étape intermédiaire qui déterminera si votre destination est de continuer à gérer des entreprises ou de faire le saut là où seuls quelques-uns arrivent. Les hauts commandements. Vous devenez lieutenant-colonel. Arriver ici n'est pas une question de chance. Normalement, il faut plus de 16 années de service avant que le système ne considère même votre nom. Et pour beaucoup, c'est le véritable test. Être un bon capitaine ne suffit pas. Vous devez présenter votre parcours devant un comité de promotion où des généraux et des hauts commandements analysent chaque décision que vous avez prise, dans chaque opération que vous avez dirigée, chaque rapport que vous avez signé. Si vous passez ce filtre, le grade vient avec un nouveau type de pouvoir. Le commandement d'un bataillon entier ou d'une escadrille aérienne. Lorsque vous atteignez ce grade, cela signifie que votre carrière est déjà dans la ligne droite vers le sommet. Et après ce grade, arrive celui de colonel, le dernier maillon avant de passer au monde des officiers généraux. Ici, on n'arrive pas seulement avec des mérites au combat, mais aussi grâce à une préparation académique. De nombreux colonels sont passés par des institutions comme l'Army War College ou le Marine Corps War College, où l'on étudie la stratégie globale, la politique internationale et la planification des guerres à grande échelle. Les colonels doivent comprendre comment fonctionne l'ensemble du système. Alliances internationales, budget de plusieurs millions, coordination avec d'autres branches et même la pression directe du Congrès. Et en tant que colonel, vous ne parlez plus seulement des soldats. Vous parlez de flottes complètes prêtes à projeter du pouvoir dans n'importe quelle partie du monde. Un colonel peut diriger une base entière, une brigade expéditionnaire ou un état-major. Et à ce stade, tout le monde sait que quiconque réussit dans ce poste est à un pas de l'impossible. Être nommé général de brigade. Vous n'êtes plus promu par ancienneté ni par évaluations internes. Pour obtenir cette étoile, votre nom doit être proposé par le président des États-Unis et approuvé par le Sénat. Un filtre politique, en plus d'un filtre militaire. Ici, chaque stratégie et chaque décision est prise après des semaines d'analyse et d'études minutieuses, car une décision erronée peut déclencher une guerre internationale. La loi ne permet qu'un nombre réduit de généraux en activité en même temps. Cela signifie que chaque promotion dépend non seulement de votre mérite, mais aussi du fait que quelqu'un d'autre quitte son poste. Tu pourrais passer des décennies avant d'arriver ici. Un général de brigade peut commander des brigades expéditionnaires de milliers de marines ou être sous-commandant d'une division. Mais le plus important, c'est que ta signature a déjà un poids dans les décisions internationales. Général de division. Le passage à 2 étoiles ne se fait pas automatiquement. Pour monter en grade, vous devez avoir prouvé que votre leadership au niveau de la brigade a été couronné de succès et que vous pouvez mener des opérations avec des dizaines de milliers de marines. Un comité de généraux examine votre dossier, le secrétaire de la marine l'approuve et à nouveau, le Sénat décide si vous méritez cette 2e étoile. Un général de division peut avoir sous son commandement des forces expéditionnaires, combinant infanterie, aviation et jusqu'à 50 navires opérant dans des eaux internationales. Mais il y a une limite ici. Vous ne pouvez pas conserver ce grade pendant plus de 5 ans ni dépasser 35 ans de service total. Autrement dit, même au sommet, le système vous rappelle que le pouvoir est toujours emprunté. Le lieutenant général est de la prochaine évolution de ce pouvoir. 3 étoiles. Il commande des forces expéditionnaires complètes, entre 22 000 et 45 000 marines, ou occupe un poste direct au Pentagone. Ici, il ne s'agit même pas de diriger des divisions. Il s'agit de jouer avec les pièces de la politique mondiale. Chaque mot que vous prononcez lors de ces réunions peut changer l'équilibre entre les pays. Chaque rapport que vous signez peut justifier un déploiement ou arrêter une guerre. Et pourtant, même ce rang est temporaire. La 3e étoile dépend du fait que vous occupiez ce poste précis. Si le poste se termine, l'étoile disparaît. Autrement dit, vous pouvez toucher l'Olympe et le perdre en quelques heures. Et alors vous comprenez, tout ce que vous avez vécu des années de combat, le commandement de bataillon, le leadership de brigade, des négociations avec des sénateurs, n'a été que la préparation pour un dernier examen. 1% des officiers réussissent à arriver jusqu'ici et de ce 1%, à peine une poignée franchit l'étape finale, car pour devenir général, il ne suffit pas d'être brillant. Vous devez avoir un parcours impeccable, un soutien politique absolu et surtout, la capacité de porter le poids de toute l'institution. Voici vos 4 étoiles. C'est le sommet absolu du corps des marines, le niveau le plus rare et le plus redouté. Seules 2 personnes peuvent le détenir en même temps, le commandant et son assistant. Lorsqu'une menace mondiale éclate, ils sont convoqués au cœur du pouvoir. Là, ils partagent devant la table avec le président et le secrétaire à la défense, analysant des décisions qui peuvent qu'en faire pencher la balance vers la guerre. Le privilège ici est absolu.
Vous avez une équipe personnelle de conseillers, un transport aérien exclusif et un accès direct au plus haut niveau du pouvoir politique et militaire. Quand vous parlez, vous le faites au nom de 200 000 marines actifs. Et bien que le règlement impose une limite, 40 ans de service ou 64 ans d'âge, l'héritage d'un général ne se mesure pas en temps. Il se mesure par la manière dont il a changé l'institution, comment il a marqué la politique militaire d'un pays et comment son nom est gravé dans les livres d'histoire. Parce que lorsque tu atteins ces 4 étoiles, tu deviens un symbole vivant du pouvoir des Marines des États-Unis. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très intéressante qui vous plaira.